Bonsoir, merci de nous rejoindre sur Télé-Sud. Mercredi 1er février, à la une de cette édition, le Sénégal. Une personne a été tuée hier à Dakar lors de nouveaux incidents entre manifestants et forces de sécurité sénégalaises en marge d'un rassemblement de protestation contre la candidature d'Abdoulaye Wade à un troisième mandat présidentiel. La victime, un étudiant âgé de 30 ans, a été écrasé par un camion alors que la manifestation dégénérait. Au Mali, plus de 40 journalistes politiques maliens qui travaillent dans les médias publics et privés ont participé à un séminaire sur la couverture des prochaines élections au Mali par des médias et bonnes pratiques francophones à Bamako. Ce séminaire est destiné à favoriser une couverture plurielle, responsable et professionnelle des prochains scrutins électoraux qui auront lieu dans le pays en 2012. Et enfin, au Bénin, l'insalubrité étant devenue un fléau à combattre, remise en vigueur de la campagne de salubrité publique dans les départements de l'Atlantique et du littoral. Objectif, assainir le cadre de vie des populations. Lancement officiel de l'opération a lieu à Cotonou sur la place de l'Étoile Rouge. Et c'est avec le Sénégal que nous ouvrons cette édition à l'appel de l'opposition et de la société civile regroupée au sein du mouvement du M23. Du 23 juin, des milliers de personnes se sont rassemblées hier après-midi sur l'esplanade de la place de l'Obélisque à Dakar, venues contester la candidature de chef de l'État Abdoulaye Wade à la présidentielle de février. La manifestation s'est déroulée sans incident jusqu'à 18h30, mais après ce rassemblement de l'opposition, des jeunes ont affronté la police. Un homme en est mort, renversé par un véhicule lors de la dispersion. Des précisions avec notre correspondante Lalassi. Des milliers de personnes se sont regroupées dans l'après-midi de mardi sur la place de l'Obélisque à Dakar à l'appel du M23. Elles étaient toutes là pour protester contre la candidature d'Abdoulaye Wade, 85 ans, validée dimanche par le Conseil constitutionnel. La démocratie se définit comme le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Ce dernier s'est mobilisé et revendique que M. le Président quitte le pouvoir. On en a assez, il faut qu'il soit démocrate. La loi ne lui permet pas de se présenter à un troisième mandat. La mobilisation s'est déroulée sous l'œil vigilant d'un cordon de sécurité de plus d'une centaine de policiers anti-émeutes. C'est au crépuscule que des jeunes décidés d'en découdre avec les forces de l'ordre ont commencé à brûler des pneus et à lancer des pierres en direction des policiers. L'intervention de la police ne s'est pas fait attendre. Elle a riposté à coups de grenades lacrymogènes. Les manifestants sont ainsi rapidement dispersés. Des affrontements se sont poursuivis dans certains quartiers populaires de la capitale sénégalaise. On déplore un mort et une femme a été blessée à la jambe. Je veux que le Sénégal sache que ce pays-là ne mourra jamais. Non pas parce qu'Abdoulaye Wade fera tout ce qu'il faudra pour, mais parce que notre volonté de vivre et de vivre dans la vérité, selon les lois de la République, est bien plus supérieure à ses volontés. Il faut que chaque citoyen sénégalais s'approprie cette lutte. Ce n'est pas une affaire d'élite. Si chaque citoyen assume ses responsabilités, il n'y a pas un doute qu'Abdoulaye Wade va abandonner. Ce rassemblement initialement pacifique est consécutif aux violences qui ont éclaté le 27 janvier à Dakar et dans d'autres villes à l'annonce de la validation de la candidature d'Abdoulaye Wade. Un policier et 2 civils avaient été tués et plusieurs personnes blessées. Et puis toute autre manifestation, celle des magistrats à Madagascar. Ils poursuivent leur grève dans tout le pays, plus d'un mois et demi après la mort d'un des leurs à Touléar. Le 9 décembre 2011, le premier substitut du procureur de cette ville du Sud-Ouest a été agressé par des policiers. Conséquence, l'appareil judiciaire est bloqué, tous les tribunaux sont fermés et les audiences sont reportées. Le syndicat des magistrats demande la démission du ministre de la Sécurité intérieure. Des difficultés sont constatées dans l'obtention de certaines pièces administratives par les ressortissants de la République démocratique du Congo. Certains Congolais informés de la mesure ont décidé de protester devant la représentation consulaire. Christophe Muzungu a tenu à éclaircir la nébuleuse qui persiste sur cette question. Reportage Boris Agapit Niatoloka. Un hologramme sera dorénavant apposé sur tous les documents officiels émanant de la chancellerie de la République démocratique du Congo. Informé de cette nouvelle disposition, la diaspora de ce pays résidant à Brazzaville, en République du Congo, a assiégé l'ambassade de son pays afin d'exprimer sa colère et son mécontentement. Lui, l'ambassadeur qui nous avait fait venir ici au Congo-Brazzaville.
De quel droit ose-t-il nous faire payer des redevances supplémentaires? S'il est incapable de travailler, il n'a qu'à rentrer à Kinshasa, qu'il nous laisse en paix. Depuis qu'il a pris ses fonctions en qualité d'ambassadeur de notre pays au Congo-Brazzaville, Christophe Muzungu ne s'est jamais entretenu avec nous. Il a été affecté ici pour nous. Au lieu de rester cloisonné dans ses bureaux, il devrait être en contact avec son peuple. Christophe Muzungu, l'ambassadeur de ce pays en poste à Brazzaville, recourt à la prière pour apaiser les tensions. En réalité, la nouvelle démarche à laquelle ces citoyens doivent souscrire n'est qu'une manière de renforcer la lutte contre la falsification de certaines pièces administratives telles la carte consulaire, le passeport, le visa d'entrée, de sortie et d'autres. Le problème est simple. Nous avons constaté que les papiers consulaires s'établissaient dans des réseaux mafieux. Des gens ont été arrêtés pour cette pratique. Afin de sécuriser nos pièces administratives, nous allons procéder à la pose d'un hologramme. C'est juste pour des besoins de sécurité contre toute pratique de falsification. En conséquence, un délai de 60 jours a été accordé à la colonie de la République démocratique du Congo vivant au Congo-Brazzaville, afin de se conformer à la nouvelle législation, moyennant 500 francs de timbre pour les détenteurs des anciennes cartes et 2500 francs pour les nouveaux acquéreurs. Tenu au Mali d'un séminaire sur le thème « Couverture des élections par les médias », le Mali prépare activement les élections générales et référendaires de 2012. Pour leur réussite, le rôle des médias est prépondérant. Il s'agit pour les journalistes de diffuser des informations justes et équilibrées. Ce séminaire est organisé par le Comité national de l'égal accès aux médias d'État en partenariat avec l'OIF. Nanian Aliou Traoré. L'organisation d'élections libres, crédibles et transparentes est en partie réussie grâce au concours des journalistes. Le Mali, qui se prépare activement aux échéances de 2012, le rôle des médias est plus que majeur dans ces consultations. C'est fort de cela que le Comité national de l'égal accès aux médias d'État a initié ce séminaire visant l'amélioration de la qualité de prestation des journalistes, particulièrement en période électorale. La communication en général, malgré la variété de ses tons, de ses couleurs et des canaux qu'elle emprunte, doit s'imprégner d'un certain nombre de principes communs susceptibles d'animer le corps social sans compromettre sa stabilité et son dynamisme, surtout quand on sait que dans certaines circonstances, un coup de langue ou un coup de plume peut faire saigner plus qu'un coup de poignard ou de couteau. Organisée en partenariat avec l'Organisation internationale de la francophonie, la session est destinée aux journalistes de la presse privée et publique. D'éminents experts et conférenciers éclaireront la lanterne des participants sur l'éthique et la déontologie. Puisque les médias constituent des interfaces et des relais essentiels entre les électeurs, les candidats et les partis politiques, alors le renforcement des capacités professionnelles et déontologiques des journalistes est indispensable à la production et à la diffusion d'une information juste. C'est justement cette information juste et crédible qui permettra à chaque citoyen de disposer des clés nécessaires pour mieux comprendre son pays. Le Premier ministre malien, qui présidait la cérémonie d'ouverture, a rappelé aux participants que le journaliste, dans le contexte malien, apparaît comme un maître dont l'enseignement est plus important que lui-même. Car, dit-elle, la société malienne est marquée par la tradition orale où la parole constitue une véritable arme. Et toujours au Mali, l'Algérie a offert un don de 300 000 tonnes de riz d'une valeur de 2 millions d'euros, soit plus d'1 milliard 300 millions de francs CFA. Ce don s'inscrit dans le cadre de la coopération bilatérale entre le Mali et l'Algérie, une action de solidarité en faveur des couches les plus démunies. Reportage Nanian Aliou Traoré.
Véritable geste de solidarité envers la population malienne, ce don de 3100 tonnes de riz de l'Algérie est conforme aux principes de fraternité et de bon voisinage que partagent nos deux peuples. Ce don s'inscrit dans le cadre de l'assistance que l'Algérie a décidé d'apporter au Mali touché par la mauvaise campagne agricole 2010-2011. L'Algérie répond présent à l'appel du devoir de solidarité. Une solidarité tout à fait fraternelle, de bon voisinage et de pérennité dans les relations entre les deux pays. L'Algérie et le Mali maintiennent des relations séculaires de coopération, au rang desquelles on peut retenir récemment l'effacement total de la dette algérienne, suite auquel le pays a fait don de 10 millions de dollars, soit environ 1 milliard de francs CFA, destinés au financement de projets de développement dans le septentrion malien. Le Bénin, à présent à Cotonou, les campagnes de salubrité et de l'ère de la Révolution viennent d'être relancées par les autorités municipales qui tiennent à relever le défi, assainir et maintenir la ville de Cotonou très propre. Reportage Massimien Benou. Coup de balai symbolique devant une place historique, expression de la volonté des autorités de la ville de Cotonou à renouer avec les vieilles pratiques, les campagnes de salubrité. Dans un passé récent notamment, à l'époque révolutionnaire, elles ont permis de maintenir les grandes villes du Bénin propres. Elles sont relancées, les campagnes de salubrité, dans l'espoir de relever le même défi, surtout qu'un gros travail de salubrité a été réalisé lors de la visite du pape Benoît XVI au Bénin. Il ne faut pas couper, il faut que cette habitude continue. C'est pour ça que j'ai dit, on s'est dit, il vaut mieux commencer tout de suite et emboîter le pas à ce passé récent. Nous irons là-bas pour faire le même lancement tout à l'heure à Calavi et nous allons le faire aussi à un lieu mythique. Il s'agit de l'embarcadère, dont l'image s'est totalement dégradée. La préservation d'un environnement sain est une obligation constitutionnelle et l'État doit en assurer la veille. Dans un contexte de décentralisation, cette tâche est assurée par la municipalité qui y met d'ailleurs assez de ressources pour rendre Cotonou propre. Nous profitons donc de l'occasion que vous nous offrez pour lancer, disons, un appel à nos populations, sans oublier nos élus à tous les niveaux, sans oublier aussi les responsables des différentes institutions de la République qui sont installés sur notre territoire pour que, effectivement, tous les derniers samedis du mois, ils puissent organiser les personnes qui sont sous leur responsabilité pour qu'ils puissent nettoyer, balayer. L'usage massif des sachets plastiques est une difficulté supplémentaire à l'assainissement de Cotonou. C'est une autre paire de manches à laquelle il est utile de trouver une solution durable. Et ça commence par cette sensibilisation. Balai en main. Restons encore au Bénin où des militaires et gendarmes à la retraite ont défilé dans les rues de Cotonou pour une marche de santé dans une ambiance bon enfant, une cure de jouvence pour oublier le poids de l'âge et la solitude. Reportage de Massimien Benou. Une ambiance enthousiasmante, des retrouvailles exceptionnelles, une discipline de fer extraordinaire durant tout le trajet. Ces gendarmes et militaires retraités marchent pour éviter les petits soucis de santé. Dans les cours de physiologie, on voit l'effet de la marche sur le corps, sur la santé générale, surtout pour le cœur. Donc c'est tout un entraînement que ça fait et on ne peut pas arrêter cet entraînement. La marche, une activité sportive très simple mais très précieuse pour ces militaires et gendarmes retraités. C'est une activité que individuellement chacun mène. Un bon militaire en activité ou un ancien militaire à la retraite, nous continuons de faire du sport. Mais quand nous le faisons ensemble, comme nous venons de le faire là, hein, on rigole, on s'amuse, on ne sent pas l'effort qu'on dépense. L'amicale vient d'atteindre ses objectifs, mais elle doit aller au-delà, car ailleurs, l'image est plus séduisante. Je pense que dans les pays francophones, nous n'en faisons pas assez. Quand je suis allé au Ghana, j'ai vu un mess des militaires retraités du Ghana, avec une administration et tout le principe fonctionnel par les retraités. Je crois qu'il va falloir que nous cultivons cet effort et cette façon de voir
pour que la retraite ne soit pas un calvaire, mais plutôt une seconde vie, une seconde carrière et une base pour renforcer l'activité. C'est tout simplement une cure de jouvence malgré le poids de l'âge et la solitude. La Fédération internationale des musiciens accuse 2 opérateurs de téléphonie mobile de faire utilisation commerciale illicite de répertoires musicaux protégés sans titre ni droit, en violation des droits moraux et patrimoniaux des créateurs, éditeurs et protecteurs de musique qui, eux, sont les détecteurs légaux des droits. Sous l'impulsion de Roméo Dika, l'un des administrateurs de la Société camerounaise de l'art musical, les artistes ont exprimé leur mécontentement au cours d'une conférence de presse. Dorothée Ndoumbé et Bobby Koulbis. Avant la Fédération internationale des musiciens, le syndicat camerounais des musiciens et la Société camerounaise de l'art musical avaient accusé les 2 opérateurs de piraterie. Pour Roméo Dika, un des administrateurs de la SOCAM, les artistes sont spoliés, pourtant ils peuvent récolter pas moins de 300 millions de francs CFA au cours de cette année 2012. Le syndicat camerounais des musiciens et les autres organisations associées qui sont à l'avant-garde de ce combat qui concerne l'ensemble du secteur culturel tiennent à repréciser qu'elles se trouvent dans l'obligation de réagir face aux agissements qui nous rappellent que MTN vient d'un pays où l'apartheid a sévi des années durant, où les Noirs africains n'avaient aucun droit, et que Orange est une société des gens qui, il y a quelques siècles, ont fonctionné dans un état d'esprit négrier qui consistait à faire travailler les Noirs dans les plantations sans aucune rémunération, sans aucun droit. Voici ce qui fâche les musiciens camerounais. Les 2 opérateurs de téléphonie mobile proposent le téléchargement des musiques contre la somme de 150 francs CFA par chanson. Une affaire qui pousse les abonnés à ne plus acheter les supports CD et les cassettes des musiciens. Alors que les artistes musiciens grognent, les 2 opérateurs de téléphonie indiquent qu'ils se sont acquittés de ces droits en 2010 et qu'ils restent par ailleurs ouverts à la négociation. La Ligue camerounaise des consommateurs s'est déjà saisie de l'affaire et compte agir à temps opportun. Nous refusons d'être complices et nous demandons à ce que MTN et Orange puissent reverser aux artistes ce qui leur revient. Donc, si dans les prochains jours ce n'est pas fait, nous nous allierons aux artistes pour toutes les actions qui vont mener parce que l'heure est à l'action. Le ministère de la Culture, de son côté, a pris l'engagement d'ouvrir de nouvelles discussions entre les 3 parties. Quant aux artistes musiciens, ils ont pris rendez-vous le 15 février prochain pour un mouvement d'humeur si rien n'est fait pour résoudre le problème. Et dans le reste de l'actualité, aux États-Unis, 10 jours après avoir subi un coup d'arrêt en Caroline du Sud, l'ex-gouverneur du Massachusetts, Mitt Romney, a remporté haut la main hier la primaire républicaine de Floride, 4e État le plus peuplé du pays. Mitt Romney conforte ainsi ses chances d'être investi par son parti pour affronter Barack Obama en novembre prochain. Avec 47% des voix, Mitt Romney creuse un avantage conséquent sur son plus proche rival, Newt Gingrich, 32%. Qui lui a promis de se battre jusqu'au bout. Et enfin, avant de clore ce journal, un mot de sport avec la CAN 2012. Après avoir remporté ses 3 matchs de poule, le Gabon est désormais en quart de finale. Il est sorti premier de son groupe. Les prouesses de l'équipe nationale, les Panthères, ont ravi les supporters gabonais pour qui aujourd'hui tout est possible. Certains se voient déjà en finale et rêvent même de la coupe. Alors, impression au micro de Joël Tatou. Cette équipe a toutes les qualités et les moyens pour aller jusqu'en finale. Ça passe ou ça casse. On n'a plus peur de rien. On avance avec l'émergence. Les Panthères ont fait plein carton au premier tour. Bon, aller loin, c'est avec beaucoup de chance si on ne rencontre pas les gros calibres qui sont la Côte d'Ivoire et le Ghana. Le Gabon aura un très bon parcours. Ils ont fait un sans faute. L'appétit venant en mangeant, les enfants sont en train de monter au fur et à mesure. Quand on arrive à ce stade de la compétition, c'est-à-dire au quart de finale, toutes les équipes se valent, c'est 50-50. Avec les joueurs qui sont là, que je vois, Daniel Cousin, Pierre-Eric Aubameyang, bon, avec ça, ils peuvent aller loin. Et les défenseurs aussi sont solides. N'importe quel adversaire qui va se présenter désormais est capable d'être mangé par les Panthères. Est-ce que vous pensez que les Gabonais peuvent gagner la finale? J'ai l'espoir qu'on peut avoir la finale.
Notre journal touche à sa fin. Rappel des titres avant de vous quitter. Au Sénégal, de nouveaux incidents ont éclaté hier dans la capitale entre manifestants et policiers qui ont riposté à coups de matraque et gaz lacrymogène. Un étudiant âgé de 30 ans a été écrasé par un camion lors de la dispersion. Les manifestants et les dirigeants de l'opposition rassemblés au sein du mouvement M23 s'étaient donné rendez-vous dans le centre de Dakar pour presser le chef de l'État âgé de 85 ans de revenir sur sa décision. Au Mali, plus de 40 journalistes politiques maliens qui travaillent dans des médias publics et privés ont participé à un séminaire intitulé « La couverture des prochaines élections au Mali par les médias et bonnes pratiques francophones ». À Bamako, ce séminaire est destiné à favoriser une couverture plurielle, responsable et professionnelle des prochains scrutins électoraux qui auront lieu dans le pays en 2012. Et enfin au Bénin, l'insalubrité étant devenue un fléau à combattre, remise en vigueur de la campagne de salubrité publique dans les départements de l'Atlantique et du littoral. Objectif, assainir le cadre des populations. Le lancement officiel de l'opération a eu lieu à Cotonou sur la place de l'Étoile Rouge. Merci de votre fidélité, merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle édition. Restez avec nous, la suite de vos programmes continue sur Télé Sud. Et puis bonne soirée en notre compagnie. À demain.